Ok, bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Podcaf, c'est le 13e épisode et aujourd'hui on va parler doublage et on est avec Léo, que vous connaissez. Salut. Salut Léo, et on est aussi avec Mademoiselle Leduc, de son nom Margot, qui n'est autre que ma petite sœur et qui a fait une formation de doublage, donc c'est pour ça qu'elle est ici aujourd'hui. Salut. Coucou. Coucou. Donc voilà, vous connaissez les deux acolytes d'aujourd'hui. Et puis on va commencer tout de suite avec les recos. Allons-y. Je commence du coup. Vas-y. Alors moi ça va être un film que j'ai regardé très très récemment sur Netflix. Ça s'appelle Avoc, le nom original en anglais. Sinon c'est Ravage en français. Ok. Donc c'est un film de Gareth Evans. Alors on a déjà parlé ensemble Mathéo dans un podcast. Oui. C'est le réalisateur de The Raid, le fameux film d'action avec de l'art martial thaïlandais, c'est ça Philippin, je crois. Philippin. Ou non, Panchak Silat, je sais Panchak plus. Silat, ouais, c'est ça. Et donc du coup là c'est un film où il y a Tom Hardy comme rôle principal et c'est une sorte de policier dans une ambiance un peu particulière. On dirait un film à la Sin City, un film en noir et rouge, enfin des colorimétries très, très particulières. Et j'ai énormément aimé les scènes d'action qui sont complètement folles, où t'as la caméra qui, à des moments, t'as l'impression qu'elle passe à travers les murs et tout. Je crois qu'ils ont fait beaucoup de CGI justement pour reconstituer la ville, parce que c'est tourné en... Il est gallois, donc c'est tourné en Pays de Galles, Ok. alors que c'est un New York vraiment style Gotham City. Ok. Donc voilà, je trouve que c'est super bien fait, et le scénario est basique, mais ça m'a suffi au niveau des scènes d'action, quoi. Super. Voilà. Et t'as vu The Raid ou pas ? J'ai pas vu The Raid, non. Donc faut que tu vois les deux The Raid. Le deuxième Ouais. est exceptionnel. Et en film d'action que j'ai à te conseiller, il y a évidemment les John Wick. Et aussi Tyler Rake, qui est une dinguerie. Ok, bah je regarderai ça. Et Tyler Rake, c'est du Netflix. Donc, Je me mets à aimer la violence, donc je vais aller voir ça. Non, c'est super bien filmé, Tyler Rake. Le premier vaut vraiment le coup, le deuxième part un peu en couille, mais le premier vaut vraiment le coup. Trop bien. Super. À toi, Margot. Marocco, c'est une chaîne YouTube, donc c'est Guillaume Cassard, et je vais vous faire un petit lien avec votre épisode 12 que j'ai écouté samedi. J'étais un petit peu en retard, j'avoue. Donc sa chaîne YouTube, il parle de cinéma et de toute l'histoire qu'il y a autour d'un film. Donc il va partir de comment est venue l'idée du film, avec les problématiques rencontrées avec des scénaristes, les producteurs, la conception, la mise en place, où c'est tourné, etc. Et il aborde du coup tout l'envers du décor. Et sa vidéo de mars était sur Premier Contact, dont vous avez parlé dans l'épisode 12. Et du coup, Guillaume Cassard, dans sa vidéo, raconte toute la mise en place de comment ils ont adapté un livre, qui est quand même très pris niveau du coup premier contact avec des extraterrestres et la langue extraterrestre, et comment ils ont créé cette langue extraterrestre pour qu'elle soit visible à l'image. Et franchement, ces vidéos sont hyper intéressantes, j'adore ce qu'il fait. Et voilà, c'était ma petite reco. Eh bah super, merci beaucoup. Quant à moi, c'est pas une recommandation mais une dérecommandation. Donc je dérecommande fortement tous les films Resident Evil. Je me les suis fait cette semaine, il y en a 6, c'était un enfer. Et je sais pas pourquoi je me suis infligé ça, parce qu'à chaque fois j'y retournais, je voulais en apprendre plus sur le lore ou les trucs. J'ai pas joué aux jeux vidéo, parce qu'à la base c'est un jeu vidéo. À propos d'une grosse entreprise, Umbrella Corporation, qui a été créée par un gars parce que sa petite fille était malade. Du coup, comme il avait des thunes, il a mis de l'argent dans de la recherche médicale, etc., etc. Sauf qu'ils ont trouvé une certaine molécule qui s'appelle le virus T ou j'en sais rien. Et en fait, ce truc-là, s'il n'est pas maîtrisé comme il faut, ça crée des zombies. Et c'est ballot. Il y a eu un accident dans un laboratoire, et sauf que le virus il s'évapore dans l'air, donc toute personne qui respire le truc est potentiellement infectable. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Et du coup voilà. Donc l'idée a été reprise par un réalisateur, j'ai pas son nom parce que je m'en bats les couilles, et il a fait jouer sa femme là-dedans, genre sa copine donc Mia Jovovich, que je n'ai connu que dans les Resident Evil d'ailleurs, je sais même pas si elle a joué dans autre chose. Et on se fait chier quoi. Globalement c'est chiant. Et dans chaque épisode tu vas en apprendre plus sur qu'est-ce qu'était Umbrella Corporation avant, etc., etc.
toutes les réponses arrivent en 15 minutes au début du 6e film. Donc déjà, il faut te taper les 5 premiers où tu n'as aucune réponse sur ce qui se passe, tu vois, globalement. Et ça arrive sur les 20 premières minutes du 6e film. Et après, c'est de l'action pourrie comme ils savent faire depuis 5 films. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a fait tenir jusqu'au 6e film si t'as pas aimé ? Le savoir, je voulais savoir qui sont ces gens derrière Umbrella Corporation, tout ça. Voilà, je voulais juste avoir une idée du lore parce que j'ai la flemme de jouer aux jeux vidéo. Mais je pense que j'aurais mieux fait de regarder les let's play que de me taper les films, quoi. Et ben du Donc, coup, t'aurais voilà. Ne perdez pas votre temps avec ça, vraiment. t'aurais mieux fait de regarder les vidéos de Guillaume Cassard parce qu'il en parle des Resident Evil. Et Ok. c'est très très drôle. Parce que c'est des vidéos humoristiques en plus, Ouais. ce qu'il fait. Et oui, effectivement, je ne comprends pas pourquoi tu t'es infligé ça. Surtout moi qui te connais. Là, c'est lunaire. T'as regardé Resident Evil, quoi. Ouais. Non, mais je me souvenais que j'avais vu des passages quand j'étais gamin et j'avais trouvé ça stylé, tu vois, avec mes yeux de gamin de, je sais pas, j'étais peut-être au début de l'adolescence, un truc comme ça, je sais plus à quelle époque ils sont sortis les premiers. Je vais les regarder, ça me donne envie. C'est genre, regarde peut-être le premier. Le premier est. Non, mais non, je mieux. rigolais. Hein. Le premier, franchement, c'est le mieux de tous. En général, j'aime pas trop les films de zombies. De toute Putain, mais en façon. plus, je vais spoiler grave, j'en ai rien à branler. Il y a dans le 5, à la fin, parce que t'as un méchant qui meurt, mais qui revient, mais qui meurt, mais qui revient. Enfin, bref, voilà, c'est n'importe quoi. Et à la fin du 5, ils sont sur le toit de la Maison Blanche avec une armée, mais c'est même pas une armée, ils ont toute une civilisation de zombies et de monstres aux portes de la Maison Blanche. Et ils sont là à tirer comme des grognets avec leur gros machin sur de la CGI toute pourrie. Et début du 6, tu t'attends à voir la suite de cette grosse baston dans laquelle ils arrivent, où c'est n'importe quoi, avec les personnages qu'ils ont laissés sur le toit de la Maison Blanche. Au début du 6, t'as juste la nana là, Jovovich là, qui se réveille dans des décombres. T'as plus rien, tu sais pas ce qui s'est passé. Voilà, ça s'est passé, elle est encore vivante, elle va bien. Les autres, voilà. Le 6e film, j'ai même pas essayé de regarder la fin, parce que je me suis endormi et que voilà. Donc c'était hier soir et j'ai passé un agréable moment. T'as bien dormi en tout cas. C'est ça. Donc voilà pour ma dérecommandation. C'était la première depuis le début de podcast. Il y en aura peut-être d'autres. Et si on passait au sujet du jour, qui n'est autre que le doublage. Et donc avec ça, en gros, on est avec Margot et on va juste poser des questions à Margot et Margot va nous répondre, quoi. Globalement, ça va être ça. Je me fais Genre c'est une interviewer interview, en fait. Ouais. On va commencer tout simplement par qu'est-ce que le doublage pour les néophytes qui sortent de leur cave. Alors, le doublage, c'est ce qui nous permet de regarder un film américain sans se faire chier à lire des sous-titres. Ah ouais. Ah ouais, dingue. Donc le doublage, en fait, ça va être mettre les voix françaises mixées avec le film original. Ok. Je pense que ça va, niveau définition. Oui, niveau ça def, c'est cool. Alors du coup, comment est-ce que ça se passe ? Parce que, ok, c'est pour mettre une voix française, surtout pour de la traduction du coup, mais aussi pour les dessins animés. Parce que les personnages, c'est compliqué de les faire parler quand ils sont juste en dessin, finalement. Et donc, comment est-ce que ça se passe concrètement de faire du doublage ? C'est quoi la chaîne entre le film qui a été produit et le comédien qui va passer derrière un micro pour enregistrer sa voix ? Alors, du coup, ça va être une boîte de production qu'on appelle doubleur, qui va recevoir le film en VO, et il va faire appel à un directeur artistique qui va, du coup, voir le film en VO avec l'adaptateur et le superviseur, souvent. Et ils vont, du coup, passer le film à un... c'est pas l'adaptateur en premier, un détecteur. Donc, le détecteur... Ouais, j'ai appris des trucs en même temps, c'était bien. Ok. Donc le détecteur, c'est celui qui va commencer la première partie de la bande rythmo, c'est-à-dire noter tous les endroits où il y a des labiales, c'est-à-dire où les lèvres des personnages se touchent et où du coup il faut être synchro avec ces lèvres-là. Il va juste noter ça, donc c'est-à-dire il traduit pas, il note tous les plans de coupe, tous les
si le personnage est de dos ou pas, donc s'il est à l'image ou pas, si on voit sa bouche ou pas, et toutes les labiales. Après, c'est un adaptateur qui va du coup traduire et adapter correctement le film original en français ou en langue étrangère en tout cas. Donc l'adaptateur, il passe plusieurs jours à traduire correctement et surtout à ressortir correctement l'idée du film. Et toutes les blagues, tous les trucs comme ça. Films, qui séries, les adaptent du coup avec des rêves qu'on n'a peut-être pas nous en tant que Français par rapport à des Américains ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Il les adapte en fonction de notre culture en fait. Ok. Et après, l'EDA va recevoir une fiche avec tous les personnages, tous les timecodes qui sont sur la bande rythmo, d'où apparaissent les personnages quand ils parlent ou quand ils sont juste à l'image pour des réactions. Et du coup, avec ça, il va faire son casting et faire son planning de studio, on va dire. Et donc après, ça se passe principalement en studio. On a un ingé son, le directeur artistique qui va guider les comédiens sur l'intention de jeu et qui va leur expliquer, voilà, ton personnage c'est ça, l'histoire du film c'est ça, moi je veux voir ça, ça, ça. Et ça se passe avec les comédiens, donc comédiens principaux qui vont faire les personnages principaux. On a des comédiens secondaires et on aura aussi toutes les ambiances à faire, c'est-à-dire les scènes de restauration, tous les trucs de stade de foot, les trucs de micro, de police, de machin. Ok. Voilà, donc ça se fait en plusieurs étapes. Donc évidemment, les comédiens ne voient pas le film dans son intégralité. Ils voient 2 fois le début ou la fin. Et puis après, le ils reviennent passage au début. où ils font leur truc, ouais, ok. C'est ça. Et donc après, ça part en mixage et après, c'est le montage, c'est le montage et tout ça. Ok. Ok, d'accord. Donc déjà, c'est un gros boulot. C'est un gros boulot. Aujourd'hui, si on veut devenir comédien de doublage, est-ce qu'il y a une voie toute tracée de formation, d'école ou de machin, ou est-ce que ça se fait un peu au petit bonheur à la chance Alors, à une époque, il y avait une formation du coup que moi j'ai faite qui s'appelle Studio Double Jeu, qui s'appelait avant EFDV, donc École Française du Doublage et de la Voix. Qui était une formation sur 2 ans où on voyait l'interprétation théâtrale, du corps et mouvement, du chant et du coup du doublage. Et on était donc 4 heures en studio par semaine pour voir toutes les techniques de doublage et s'entraîner sur des films, des séries, des dessins animés. On avait aussi la chance d'avoir des masterclass. Donc cette école, moi je l'ai finie pendant le Covid, j'ai eu cet honneur et du coup cette école a coulé. Donc elle n'existe plus. Donc ça c'était pour des novices. On n'était pas obligé d'avoir fait du théâtre avant. C'était préférable mais on passait un entretien et c'était surtout la motivation et l'âge qui rentraient en compte. Maintenant, il n'y a pas de formation pour les novices. On peut voir dans des festivals, faire des ateliers, des trucs comme ça. Mais maintenant c'est Dub School surtout qui est connue. Qui est une école qui a 2 ans, qui a été créée par Kelly Marot et Dorothée Pousseau, qui travaillent dans le doublage depuis qu'elles ont 6 ans, accessoirement, qui sont toutes bébés, sont tombées dedans, un peu comme Obélix. Ok. Et en fait, du coup, cette formation-là, c'est des stages d'1 semaine ou de 2 semaines, ou à la carte. Et en fait, il y a stage de doublage chanté, c'est pour tout ce qui est Disney et tout, c'est pas du tout la même chose, enfin, c'est pas les mêmes techniques. Il y a de l'adaptation, donc tout ce qui va concerner la bande rythmo, enfin la traduction et du coup un peu la bande rythmo. Il y a de l'acting, de la voix pub et maintenant il y a du jeu d'acteur, du perfectionnement de jeu d'acteur. Donc c'est toujours que des stages sur 5 jours, 10 jours ou une journée et c'est uniquement pour les professionnels et c'est fait par des professionnels. On a le contact avec des directeurs artistiques qui sont en studio avec nous, qui nous guident. Et du coup, pareil, je viens de sortir de cette formation-là. C'était super. J'ai rencontré plein de gens. Et je suis tombée sur une super équipe. Donc c'était vraiment cool. Ok. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est pour des gens qui ont déjà 3 ans d'école de théâtre ou qui sont déjà dans le métier. un bagage. Ouais. Ok. Et sinon, est-ce qu'il y a vraiment que ça ? Genre, vraiment l'ensemble du cursus national français pour du doublage voix ne se résume qu'à ça ? Oui. Ou est-ce que derrière, il y a des écoles de théâtre, d'acting et tout le bordel, mais... En fait, c'est ça. Il faut faire des écoles de théâtre et c'est même eux qui conseillent. À chaque fois que j'ai pu rencontrer des comédiens et que je disais, enfin des comédiens de doublage, et que je disais, ouais, je suis en école et tout, de doublage, et ils me disaient, ouais, non, fais du théâtre avant, en fait, et après, tu reviens parler. Je dis, non, mais
on a théâtre aussi en cours, on fait pas que doublage les gars. Donc non, et ça, tous les directeurs artistiques que j'ai pu rencontrer, tous les profs que j'avais dans mes écoles, c'est toujours, avant tout, c'est de l'acting. Tous les comédiens de doublage qu'on a pu connaître, toutes les grandes voix, elles sortent tous du théâtre. Ils sont tous de ça, donc des écoles blanches, tout ça. Et avant tout, faut faire du théâtre pour pouvoir faire du doublage, parce que c'est le jeu qui va importer de fou. Oui, être synchro avec le personnage, avoir les bonnes labiales, la bonne technique, entre guillemets, pour lire la rythmo et pas avoir cette difficulté-là, rythmo-image, pour caler ce que tu dis sur ton personnage. Ça, ok, mais c'est 5% du truc. Avant tout, faut savoir jouer, et faut jouer correctement, et savoir interpréter et ressortir les émotions correctement. Ok. Admettons que là, on vient tous les trois de faire une formation pour faire ça, avec une école de théâtre avant, enfin genre parfait, tu vois. Ok. Cursus nickel. Ouais. Là, on a notre diplôme, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, c'est pas un diplôme, genre je crois que t'as juste une feuille, je sais même pas si je l'ai reçu. Moi j'ai eu un retour sur mon stage du coup, que j'ai fait. Et du coup, d'avoir rencontré des directeurs artistiques, parce que c'est cette chance-là, quand tu vas faire Dub School, c'est des gens du milieu qui viennent. Et chaque jour, tu as un directeur artistique différent. Donc j'ai rencontré des gens qui bossent en fait à l'heure actuelle, et du coup qui, si tu te démerdes bien, et si ça se passe bien, vont être amenés à te filer leurs contacts. Donc ça va être faire bosser les contacts de ces directeurs artistiques-là, pas hésiter à les relancer pour leur demander si tu peux assister à du doublage en studio, à du livre audio, tout ça, parce qu'il y a le doublage certes, mais il y a plein d'autres trucs. Oui, Il y a des jeux vidéo, ça c'est franchement c'est trop bien le jeu vidéo à faire. Il y a la voice-over, le livre audio, la publicité. Donc ça va être assister à des séances comme ça, parce que avant tout c'est voir travailler les gens, ça aide beaucoup franchement à progresser. Et quand tu sors de cette formation là, c'est vraiment les contacts. En gros, Dub School, une fois que tu as fait ta formation et que tu es validé, qu'on te dit ok, tu peux bosser, tu peux commencer à bosser dans les ambiances, tu peux tout de suite commencer à bosser dans les voix ou quoi, tu es inscrit sur une plateforme. Évidemment, je n'ai plus le nom. Tu es inscrit sur une plateforme donc pour les professionnels du doublage. Ok. Et tu as été recensé là-dedans, et donc on fait appel à toi pour des besoins. D'accord. Voilà. Et mais ça se fait pas. Ouais, ça se fait pas comme ça, c'est sûr. Non, mais non. du coup, c'est surtout du contact et du talent qui t'amène à te faire sortir du lot, quoi. C'est ça, Finalement. beaucoup de contacts. Et, mais c'est principalement le contact. Ouais. Donc ça se fait à la personnalité beaucoup de la Aussi, personne ouais. qui veut faire ce métier-là. Et évidemment, si tu joues bien. Ok. Est-ce qu'il y a des exos que n'importe qui peut faire s'il est intéressé par le doublage, des trucs à la con pour placer sa voix ou des choses toutes simples? En dehors de prendre des cours de théâtre. Ouais. Des exos d'articulation. Ok. Ça, c'est hyper important. Et y a plein de petits bouquins d'articulation, enfin, de petits livres qu'on trouve n'importe où en librairie ou quoi, où c'est des trucs, gros gras, grand grain d'orge, quand des gros grands grains d'orge riseras-tu, toi, petit pot de beurre, tout ça. Ok. Ça, c'est à faire de fou, parce que l'addiction, c'est très important. Que ce soit théâtre, doublage, autre, c'est hyper important. Il faut faire des exercices de diction, et tous les comédiens disent on en fait même à 50 ans de carrière, je continue d'en faire, parce que ça garde la forme déjà, et puis c'est important de continuer. Sinon, niveau respiration, ça va être la respiration ventrale qu'il faut s'exercer, celle qu'on utilise un maximum pour pas trop abîmer les cordes vocales, et voilà, c'est les seuls exos que je peux conseiller, ou qu'on m'a conseillé de toute façon. Ça va être ça. Ok. Avant de se mettre sur une chaîne YouTube qui passe de la bande rythmo à Tire Larigot, Alors, des trucs. Ça, c'est... T'es catalogué direct. Ah ouais? C'est mort. C'est déconseillé. Là, pendant une semaine, on me l'a déconseillé. On m'a dit, les trucs comme ça, où effectivement, tu t'entraînes sur YouTube avec ta bande rythmo et tout, et t'as pu le voir, les bandes rythmo sur YouTube sont pas forcément Elles sont pas calées. super... Ouais. Parce J'ai qu'il essayé de m'a faire de monté la une synchro vidéo et tout, que j'ai toujours pas postée d'ailleurs. Donc elles sont pas forcément bien calées, la bande rythmo, avec l'image du film ou du dessin animé. Donc t'as des petits décalages, donc si t'es que concentré sur la bande rythmo, en fait automatiquement t'as un décalage, donc faut que tu le refasses et tout. Et en fait, se filmer comme ça, il y en a plein qui le font, ça peut être très bien pour les réseaux sociaux, mais si tu veux postuler à un truc, c'est pas ça qu'il faut envoyer.
Absolument pas. Parce que, en fait, tu as pu t'entraîner 20 fois, 30 fois sur ta bande rythmo pour qu'elle soit parfaite. Et ça se passe pas comme ça en studio. En studio, tu as... allez, on va faire 6 prises max, quoi. Mais si dans les 6 prises, tu nous as rien fait de correct, en fait, tu dégages. Parce que on va pas passer du temps à bosser sur ton truc, sur toi, alors que derrière, faut qu'on avance. Et en plus ça va, moins on a de temps pour doubler les films, dessins animés, tout ça. Plus c'est court. Donc ouais, ça c'est déconseillé par les professionnels. Si vous voulez postuler à quelque chose, ça va être avoir une bande démo, que ce soit des courts-métrages, des films, des courts-métrages étudiants ou du théâtre, et envoyer principalement la bande démo où vous êtes en situation réelle. Alors, c'est la bande démo, qu'est-ce que tu appelles bande démo ? La bande démo, c'est une vidéo où il y a tous tes extraits de quand tu es à la caméra ou quand tu es sur scène. Ok. Tes extraits de jeu, etc. C'est vraiment de l'acting. C'est vraiment de l'acting. Soit tu la montes tout seul, soit tu la fais tout seul. Mais ça peut être déjà pour trouver à faire de l'acting, c'est relou. Il faut trouver les bons endroits. Moi, je conseille, et beaucoup de gens conseillent ça, d'aller en école de cinéma. Des fois, ils demandent, sur Paris, il y en a plusieurs. T'as Innov aussi, qui est à Nantes, à Toulouse. Des fois, ils demandent des voix, que ce soit aussi pour de la voix off et un peu de doublage, que sur des courts-métrages étudiants. Et derrière, quand t'as tes petits rôles en court-métrage étudiant, donc déjà, il faut les décrocher, parce que ça aussi, c'est pas facile. Même si chez les Gobelins, ça va stylé. Chez les Gobelins, ouais, ça doit être cool. Et après, avec ça, tu peux monter ta vidéo, et c'est ça sur quoi ils vont s'appuyer, les directeurs artistiques, ceux qui font passer les castings, pour recruter. Ok. Dis donc, c'est pas évident, hein. Ça a l'air d'être compliqué comme... Non, mais tu sais, je prends jamais les chemins hyper faciles dans ma vie. Oui, non mais... Vas-y. Quand tu enregistres en studio, est-ce que tu préécoutes, du coup, quand tu doubles quelque chose qui est en anglais, tu préécoutes la voix anglaise pour avoir les intonations et tout? Et est-ce que tu as besoin, du coup, de savoir parler anglais et de comprendre anglais? Dans ce milieu-là, ça aide. Hyper bonne question, parce que justement, je voulais en parler, parce que j'ai fait l'école studio double jeu en 2018-2020. Et on n'avait pas on va dire la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'on s'entraînait, sachant qu'on était quand même 10 à passer en 4 heures, donc ce qui est pas beaucoup. Tu passais sur des cours de studio. Sur des cours de studio, okay, ouais. On avait 4 heures de studio par semaine, et du coup c'était en petits groupes. Donc on était 20 dans la classe, et on était 10 et 10. Donc en studio, quand t'as que 4 heures et que t'es 10, tu passes deux fois en 4 heures, ce qui est pas beaucoup du coup. Et donc à l'époque, il nous a écouté une fois la VO, donc que ce soit de l'anglais, de l'espagnol ou quoi, ou du manga aussi. Il nous faisait écouter la VO, et derrière, donc tu la vois 2 fois. Une fois, faut principalement te concentrer sur l'image, pour savoir ce que ressent ton personnage, ce qui lui arrive, on va dire. Et après, tu lis un peu la bande rythmo. Et derrière, on enregistrait, et il nous corrigeait, notre prof nous corrigeait. Là, le stage que j'ai fait donc le mois dernier, il nous a vraiment mis sur comment ça se passe en vrai. Et du coup, en studio, j'ai découvert comment ça se passait en studio. On voit une première fois, une deuxième fois, pareil. On enregistre une première fois, et après, si c'est pas correct, ou s'il y a des trucs que la directrice artistique se rend compte que y a des trucs que t'as pas bien compris par rapport à ton personnage, ou des intentions que elle a vu que toi t'as pas fait gaffe, elle est là, ils sont là pour ça, de toute façon. Il te refait un petit brief pour adapter ce que t'as joué, ça, et etc. surtout ils te refont écouter la VO. Okay. Et en fait la VO tu l'écoutes autant de fois que t'as besoin, et derrière on enregistre. Mais c'est ce truc là où je pensais pas, mais en fait la VO on s'appuie vraiment beaucoup dessus. Faut pas trop s'appuyer dessus, parce que faut pas non plus imiter le personnage, enfin l'intonation anglaise, mais faut s'appuyer dessus sur vraiment les intentions. Ok. Quand tu es doubleur d'une personnalité connue, est-ce que tu l'es à vie par rapport à ce personnage-là, ou tu repasses des castings de temps en temps pour continuer de le faire? Alors ça dépend. Ça dépend. Tu l'es pas forcément à vie. On a plein d'exemples en France où effectivement, quand ça va être ce comédien, exemple Morgan Freeman, Bruce Willis, tout ça, effectivement, on faisait principalement appel quand on a trouvé la voix, ou qu'on sait qu'il y a un comédien de doublage français qui double ce comédien régulièrement. On
va lui faire passer les castings. Mais ils sont pas toujours choisis pour en fonction, il y a ce comédien-là, je prends sa voix française. Non, on n'a pas une voix française pour un comédien américain. Par pas exemple, toujours. Il y a le super exemple de Johnny Depp où il est doublé par Bruno Coel ou Choel. Non, Coel. Coel. Et donc pour globalement tous les films, c'est Bruno Coel qui a doublé Johnny Depp. Et pour La Saga Sparano, c'est Emmanuel Curtil. Mais genre Emmanuel Curtil n'a été la voix de Johnny Depp que une fois. Et c'était sur La Saga Sparano. Emmanuel Curtil, si vous savez pas qui c'est la voix de Buck dans L'Âge de glace. Oui, c'est mais la comment voix il s'appelle le comédien qui fait Truman Show. Jim Carrey. Splendid. Voilà, c'est la voix de Jim Carrey. Voilà, Emmanuel Curtil. voilà, c'était l'exemple de Johnny Depp. Mais il y en a plein comme ça. Mais oui, il y en a plein. Même la voix de Bruce Willis, ça n'a pas été la même dans tous ses films, etc. Ça n'a pas été la même dans tous ses films. Même dans les Die Hard, je crois que le Die Hard 5 n'a pas été doublé par la voix... par Patrick Poivet. Ouais, il me semble. Qui nous a quittés il y a quelques années maintenant. Ouais. Il nous a quittés après Die Hard 5. De toute façon, Die Hard 5 n'existe pas, très clairement. Il fait pas partie de la saga. Je trouve nul ce film. Pardon, mais... Et puis il sort d'où son fils là? Il sort d'où son fils? Enfin si, on le sait. Oui, ils en parlent dans les autres films. Putain, il était... Ouais, ça, c'était vraiment une grosse connerie américaine, quoi. Plus que les bons Die Hard au début, qui étaient vraiment bien. Est-ce qu'il y a... C'est ma dernière question, après je sais pas si t'en as d'autres, Léo. Est-ce qu'il y a... du coup, t'en as un peu parlé, mais est-ce qu'il y a des salons, des événements notables où on peut rencontrer des comédiens de doublage, pouvoir leur poser des questions, peut-être faire du contact aussi, pourquoi pas? Faire du contact, effectivement, très important. On avait fait un salon tous les deux sur Paris une fois, donc qui s'appelle Sérialement Vôtre, qui est toujours d'actualité, et qui d'ailleurs, ils ont leur 9e printemps du série et du doublage, samedi 17 mai 2025. Ah ouais, c'est tout de suite là. Ouais, c'est tout de suite. Je me suis renseignée quand même. Donc dans le 9e à Paris. Donc c'est une asso qui a été créée en 2007 et qui a pour but de promouvoir la connaissance des séries, du cinéma, de la radio, de la littérature et du doublage. Ok. Et donc ils ont plusieurs événements au cours de l'année. Donc il y a les printemps séries et doublage, les rencontres et les salons. Donc les salons, là en 2025, ça va être leur 20e édition. C'est fin d'année, plutôt novembre-décembre. Donc toujours sur Paris. Et du coup, effectivement, ça permet des superbes rencontres. On avait vu, je sais plus si c'était avec toi, on avait vu les Simpsons. Oui, on avait vu les Philippe Simpsons. Il y avait Patrick Poivet, Moreau. Patrick Poivet qui n'avait pas pu venir parce qu'il s'était fait Renversé shooter par une comme il avait dit. patinette. On l'a vu au téléphone. Ouais. Mais on l'a jamais rencontré, hélas. Il y a eu Mike Dara aussi. On a eu David Kruger. Mike Dara, t'étais pas avec moi, c'était la 2e année. Mais il y a eu David Kruger, il y a eu plein de gens. Et effectivement, ça permet les rencontres. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, il y a les conférences et derrière les rencontres, des petits ateliers, des petites expos. Et c'est vachement sympa à faire. Donc il y a ça en salon où on peut faire des rencontres. Et il y a aussi le festival Voix d'étoiles qui a lieu à Port-le-Cat en octobre, tous les ans. C'est Port-le-Cat, c'est où? Alors Port-le-Cat, c'est dans le sud, Ok. à Le-Cat, en fait, la ville. Et du coup, ils l'ont divisé en 4. T'as Port-le-Cat, Village-le-Cat, Licat... Enfin bref, un truc du genre, je sais pas, j'ai pas fait l'histoire de la ville encore, je suis pas assez allée, mais j'y étais en octobre pour le Festival Voix d'étoiles, pour leur 18e édition. Et en fait, donc c'est un festival qui récompense les voix du cinéma d'animation. Donc il y a plusieurs étoiles qui sont récompensées. Donc t'as la bande son du long métrage, t'as le coup de cœur du jury, le meilleur court métrage, meilleure série animée, meilleur film de fin d'études, meilleure voix féminine, meilleure voix masculine. Ok. Et j'ai découvert ce festival-là en fin 2024, juste après leur édition 2023. Et en 2023, quand j'ai vu qui avait été élu en meilleure voix masculine, j'étais en mode waouh, c'est vraiment un métier de fou. Parce que c'est une femme qui a eu la meilleure voix masculine en 2023. Excellent. C'est Emmylou Holmes pour son rôle de Michael dans Le Royaume de Kensuke. Et en fait, elle joue un petit garçon. Donc évidemment, les petits garçons dans le milieu de la voix, c'est principalement des femmes. Et donc, elle a eu la meilleure voix masculine en 2023. Et j'étais
c'est con, mais j'étais trop fière pour elle. Ok, J'étais trop heureuse oui, pour non, mais elle. trop bien. Et franchement, le festival est génial, je vous le recommande à fond. Il n'est pas encore ultra connu, donc on a encore facilement accès aux comédiens. Il y a des conférences, il y a des ateliers, que ce soit en doublage, en bruitage son, ce qui est un métier hyper intéressant aussi. C'est principalement pour les enfants, mais je me suis beaucoup éclatée quand même. Donc les adultes peuvent y aller avec grand plaisir. Il y a des expos, des ateliers, et on a donc pendant la semaine du festival tous les films qui sont diffusés au cinéma. Et donc on va voir et tout ça. Et derrière, il y a la remise de prix. Donc voilà, c'était génial. Je faisais partie du staff et il y avait un super staff cette année. Donc voilà, j'y retourne l'année prochaine. Enfin, du coup, non, j'y retourne cette année, là, en octobre. Ok. Parce qu'on est déjà en 2025. Bon, en bah fait. super. T'en avais, toi, Léo, ou pas des... Ouais, en fait, j'en ai rencontré parce que j'ai fait le festival Japan Tour Expo Ah oui, c'est vrai. en tant qu'exposant, et j'étais juste à côté d'une estrade, donc j'ai vu défiler plein de gens tout le week-end, dont des doublures françaises de manga, de dessins animés. Et il y avait une super conférence sur l'IA, donc ça va être un gros sujet, je sais pas si on aura le temps d'en parler là. Je sais pas du tout. Mais en ouais. gros, ils ont tellement peur en tant que comédien de cette nouvelle technologie-là, puisque vraiment on peut copier une voix très très facilement. Et je me souviens avoir discuté avec une actrice, une comédienne pendant très très longtemps, et c'était super intéressant. Mais j'ai plus son nom malheureusement, je recherchais parce qu'elle m'avait parlé sur Instagram, mais je me souviens plus de son nom. Effectivement, l'IA, c'est Brigitte Lecordier qui a beaucoup créé ça. C'était peut-être elle. Donc Brigitte Lecordier qui est la voix de DBZ. Comment il s'appelle ? Sangoku ? Je sais plus. Je sais plus, j'ai pas regardé DBZ. Mais effectivement, c'est... Donc on va dire principalement Brigitte Lecordier qui a lancé le mouvement de Touche pas à ma VF. Et tous les autres comédiens l'ont rejoint. Donc il y en a plein maintenant. Et ils sont hyper engagés à ce niveau-là parce que c'est hyper important de ne pas se faire voler sa voix. Emmanuel Curtil s'est fait voler sa voix. Ils ont été plusieurs d'ailleurs à se faire voler leur voix par des chaînes YouTube pour raconter des petites histoires pour les enfants. Les gens ont copié la voix putain, c'est chaud. Donc ouais, ça a été chaud. Il y a une pétition qui tourne, donc n'hésitez pas à aller voir leur Instagram, tout ça. Donc touche pas à ma VF. C'est hyper important qu'on la signe parce que pour ces milieux-là, pour pas qu'on perde nos voix françaises en fait, parce que ça réunit quand même 12 500 emplois en France, tout ce qui comporte le doublage, et donc c'est hyper important. Ils ont été hyper actifs dès le début. Donc on peut parler de la grève de 94 où ils ont fait, où nos comédiens de doublage se sont battus pour avoir la reconnaissance de leurs droits d'interprétation, droit à l'image, et toucher sur la rediffusion des séries, etc. Et en 94, ils ont fait un peu plus de 2 mois de grève pour se battre contre ça. Donc Emmanuel Curtil, Dorothée Pousseau, tout ça, ils y étaient tous, Mike Dara. Ils ont été... il y a environ 600... À l'époque, il y avait 600 personnes. Ils étaient 450 votants à chaque fois. Okay. Donc ils se sont battus dès le début pour leurs droits et ils continuent à le faire. Et il faut les soutenir parce que c'est l'avenir du doublage qui est en jeu, très clairement. Il y a eu une autre grosse grève il y a 1 an ou 2 à Hollywood, la grève des scénaristes, justement liée à l'IA, et donc les doubleurs s'étaient mis aussi dessus. Et puis un peu après les cascadeurs, mais pas pour les mêmes raisons. Mais ouais, non, c'est un gros sujet, il faut protéger nos acteurs parce que on jouera jamais mieux qu'avec un humain. Et voilà. Ok. Écoutez, on va passer aux deuxième partie où on va parler de nos comédiens de doublage qu'on adore. Et tu avais un jeu, Léo? Oui, j'avais un jeu, mais je sens que ça va être un fiasco parce que vous connaissez déjà toutes les réponses, donc ça va être vraiment très très nul. Alors, on va commencer par du coup un comédien de doublage assez âgé mais assez connu, c'est Roger Carrel. Est-ce que vous connaissez Ok, oui. Non. Oui. Ah oui, en gros, je vais vous donner plein de personnages, dont un, vous êtes sûr que c'est Roger Carrel qui le double, donc vous avez sa voix en tête, et vous allez essayer de me dire, parmi les personnages que je vais vous citer, si c'est lui qui l'a fait ou pas. Ça peut être lequel il l'a fait, exactement. Donc, je vais commencer du coup avec Philippe Pétieux, que vous connaissez, pour Homer. Ok, c'est pas ça ? J'ai mal prononcé ? Ok, là t'es hyper attentif. Ok, donc je vais te dire des personnages. Vous êtes prêts ? Alors,
je vais vous donner le personnage de Astérix dans les dessins animés, les vieux dessins animés. Ensuite, on a Voldemort. Ensuite, on aura Diego dans l'âge de glace. Ensuite, on aura Slughorn dans Harry Potter. Professeur Slughorn. Professeur Slughorn. Voilà. Quel personnage il a doublé? Là, dans tous ceux que tu as cités, il y en a un seul qui l'a doublé? Il y en a un seul, ouais. Oh la vache. Astérix, pour moi, c'est Roger Carrel. Astérix, c'est Roger Carrel. Et Dans il les faisait vieux Idéfix. dessins animés. Dans les Il vieux faisait dessins animés. Idéfix, acheté Astérix. Et oui, c'est Roger Carrel. Alors, Philippe Pétieux, à part Homer, parce Il que y moi a j'ai la voix Diego. d'Homer en tête. Il y a Diego qui me parle, je me dis pourquoi pas. Je suis sûre que c'est pas Voldemort, parce que Voldemort, j'ai rencontré sa voix française. Et c'est un gars adorable. Évidemment, je n'ai plus le nom. Parce que je l'ai rencontré. Ah non, c'est pas Voldemort. Je suis sûre. Ah non, je suis sûre. Attends. Va falloir Ah bah vérifier non, les non, enfants. non. Non, ça peut pas être Philippe Pétieux parce qu'il lui ressemblait pas du tout en plus, la personne que j'ai rencontrée qui faisait Voldemort. Ou sinon, ça veut dire que la personne m'a menti. Oh, non, c'est pas Philippe Pétieux, je suis sûre. Oh, c'est con de dire je suis sûre et derrière il va dire bah si, moi j'ai Philippe Pétieux comme C'est ce que je réponse. trouve sur Wikipédia. C'est ce que je trouve sur Wikipédia. Alors sinon, après, il a peut-être fait dans d'autres trucs que dans le film. Bah, je vois pas d'autres endroits où il y aurait Voldemort, tu vois. Ouais, dans les dessins animés ou quoi. Mais il y a pas je sais même pas s'il y a un dessin animé Harry Potter, enfin ça me Je sais pas du tout. Donc, le l'école premier. des sorciers. Donc le premier. Ok, donc Ok, il a fait le d'accord. premier Voldemort. Et ben moi j'ai rencontré le Voldemort 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben on voit. D'abord, on le voit pas vraiment dans le premier Ouais. du coup. On le voit juste dans la face cachée derrière la tête. Ouais, c'est ça, hein c'est vrai, ouais. Ok. Donc du coup, on avait tous les deux raison. Bon, ça va alors. Quelle est la prochaine devinette? Ok, donc on va parler de Roger Carrel qui a du coup fait Astérix, effectivement. Oui. Bravo. Donc je vais vous donner les personnages de Winnie, Porcinet, Maestro. Donc ça c'est dans Il était une fois la vie, Il était une fois l'explorateur, tout ça. K.A., le serpent dans Ouais. voilà, C3PO. Il les a tous fait. Il les a tous faits. C'était sûr. Ouais, Il a fait- Roger Carrel exceptionnel. Ah ouais, mais Roger Carrel, c'est l'homme aux 1000 voix. C'est le papa du doublage. Et oui, il les a tous faits. Et t'as pas cité Alf, parce qu'il a fait Alf aussi. C'est vrai? Ah ouais, bah nous Alf, c'était une des... Maman, c'était une des refs. Alf. Ouais, c'était une rêve, ouais. Alf, c'est un alien qui mange des chats. Alors, dit comme ça, c'est horrible. Oui, un Ouais, peu avec une sorte cochon. de petite trompe là, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, il mange pas que des chats. Je mange Mais au bien c'est- des chats. Voilà, c'est sa réplique principale. Mais c'est un alien du coup qui vit avec une famille américaine et voilà. Et donc c'est Roger Carrel. C'était une sitcom américaine. Et alors, j'ai une anecdote sur Roger Carrel si vous voulez. Vas-y. Roger Carrel a fait aussi l'alligator Wall-E, un truc genre. Et en fait, donc c'était un dessin animé pour enfants. Et quand il a passé les castings pour ce rôle-là, il avait la voix cassée. Et donc il avait appelé, non mais les gars, je vais pas venir au casting, j'ai la voix cassée et tout, c'est pas possible, je peux pas passer. Non mais si, vas-y, viens parce qu'en fait, viens quoi, t'as pas le choix. Donc il y est allé, il a poussé sa voix à max, il a sorti la voix de l'alligator et les gars étaient en mode, oh, c'est exactement ça qu'on veut, t'es pris. Sauf que derrière, il a plus la voix cassée. Donc il a fallu qu'il retrouve sa voix cassée pour doubler Wall-E Excellent. l'alligator. Et Ouais. j'adore cette anecdote, je trouve ça trop bien. Voilà. T'en as Ok. d'autres? T'en as une dernière? Non, c'était Non, tout. t'en as pas d'autres? C'était très court comme jeu. C'était nul. Ok, bah attends, moi je t'en fais un. Donc Céline Monsara, qu'on connaît pour Julia Roberts. La voix de Julia Roberts elle, c'est principalement Céline Monsara qui a doublé Ouais. Julia Roberts sur principalement tous ses films, je crois. Quelle voix elle a faite parmi Cora dans la légende de Cora, Dory dans les Nemo, une réponse dans Disney, ou j'en ai pas d'autres. Cherchez une moi je nana. sais. Toi tu sais? Ouais. C'était facile. Enfin, j'ai que Dory et après peut-être Cora aussi, mais ça je sais pas. Non, c'est pas Cora, c'est sûr. Non, c'est mais pas oui, Cora. c'était Dory. Elle a fait Dory, ouais. Donc c'est bon, elle fait pas que Dory et Julia Roberts, hein, mais c'est un peu Dans la court. carrière. Ok. Du coup, moi j'avais envie qu'on parle chacun de 2 ou 3 comédiens de doublage qui nous ont marqués.
Donc je sais pas si vous en avez chopé de votre côté ou pas. Vu ma feuille, j'en ai beaucoup trop. T'en choisis 2 qui t'ont vraiment marqué. Au hasard, plouf plouf. Vas-y. Au hasard, je vais parler des voix actuelles, parce que les voix anciennes, évidemment, qu'elles m'ont marqué. Mais faut parler de la nouvelle génération aussi, qu'on entend beaucoup. Il y a Jessica Monceau, qui fait Triss dans Divergente. Ok. Et elle fait Asami dans Les Légendes de Korra. Et elle fait aussi Angela Lopez dans The Rookie. Elle a fait plein de films, évidemment. Elle a déjà une grande carrière. Et du coup, sa voix est vraiment reconnaissable. Quand on l'entend, on dit « Ah mais oui, j'ai déjà entendu là et tout ». Comme ça pouvait nous faire pour Roger Carrel, pour Céline Montserrat, ou tout ça. Et ça me le fait avec elle. Et du coup, elle bosse activement, parce que je l'entends partout, en fait. Donc ça, c'est une femme qui m'a marquée à l'heure actuelle. Et sinon, dans les trucs qui m'ont marqué, il y a Alexis Victor, qui est la voix de Bradley Cooper, de Nicky Wilde dans Zootopie, qui paraît est une voix qu'on entend beaucoup. Ouais. Et qui est, en plus, T'as dit qui? J'ai pas entendu le nom du... Alexis Victor. Ok. Il a une super belle voix en plus. Ouais, je l'avais noté aussi. C'est vrai? Ouais, parce que du coup, c'est la voix de Bradley Cooper. Et moi, je l'avais retenu surtout pour son interprétation de Rocket dans Les Gardiens de la Galaxie. Alors, Rocket dans Les Gardiens de la Galaxie, Oui. c'est lui? Apparemment, c'est lui. Parce que, alors, il en a peut-être fait, mais t'as aussi Jérémy... c'est quoi son nom de famille? Attends, il est quelque part noté sur ma feuille. Il Bouge a pas. fait Loki dans les Avengers. Oui, il a pour fait Tom Loki, ça par Hiddleston. contre, ouais. Ragnar dans, dans Viking. Et il double aussi Jude Law, ça lui arrive. J'avais noté lui, j'avais noté Jean-Pierre Michael pour la voix de Brad Pitt, évidemment. Et en plus de faire Brad Pitt, il fait Keanu Reeves. Donc pour moi, c'est déjà une grosse partie de mes voix préférées. Ben Affleck, et il a doublé aussi l'acteur qui fait le roi et Homer dans Le Seigneur des Anneaux. Et le dernier que j'avais noté, c'était Bruno Coel, donc c'est pour ça que je connaissais l'anecdote sur Johnny Depp. Donc il double Johnny Depp, Evan McGregor pour Obi-Wan dans Star Wars par exemple, et Mark Wahlberg. Donc Mark Wahlberg, si tu vois qui c'est, Léo, ou pas? Non. C'est celui qui joue dans Ted ou No Pain No Gain ou des trucs comme ça. Voilà. C'était mes 3 voix que j'avais retenues. Parce que du coup, sur Rocket, t'as Jérémy Covillo aussi, qui est la voix de Doctor Strange. Et il fait les deux. Ok, d'accord. Et donc sur les derniers, donc peut-être que sur les Gardiens de la Galaxie, c'était effectivement Alexis Victor, mais sur les derniers gros Marvel, les Infinity War, tout ça, il avait les 2 personnages du coup, et Doctor Strange et Rocket. Ok. Et franchement, j'avais jamais fait gaffe que c'était la même voix. Donc super boulot. Et il fait Smaug aussi dans Le Seigneur des Anneaux. Dans Bilbo le Hobbit, ouais. Ouais, mais Bilbo le Hobbit, ouais, c'est les autres, pardon. Oh, la culture. Et toi, Léo, du coup, t'en as... Ouais, moi j'aime énormément la voix de Jean Reno dans Porco Rosso. Ok, oui. Ouais, Jean Reno, j'aime Putain, beaucoup je savais sa pas voix. que c'était Jean Reno qui avait doublé. Ah ouais C'est Ok. lui, du coup, qui double Porco... Porco Rosso, c'est ok. ça. C'est lui qui fait le cochon. Et il est aussi dans Le Roi Lion, je crois que c'est Mufasa, Jean Reno. Et sinon, moi, c'est plutôt l'inverse. Il y a une voix que je ne peux plus entendre. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Mais on entend tout le temps Donald Renew dans tellement de films. Et genre, à chaque fois, je vois Spider-Man et je n'arrive pas à me le détacher. Et je trouve qu'il fait trop de films. On le retrouve vraiment trop partout, quoi. Donne ta chance à d'autres gens, quoi. Qui ça? Donald Renew. Qui fait, du coup... Spider-Man. C'est lui qui joue Andrew Garfield. Ok, d'accord. Le Spider-Man Andrew Garfield. Ok. Parce qu'il y en a 3. Il y a 3 acteurs différents pour Spider-Man, Mais ouais. Donald Renew, c'est Dragon. C'est Harold dans Dragon. Ok. Et effectivement, il fait énormément de choses. Mais c'est cette fameuse génération qui a commencé tout petit. Dorothée Pousseau, Kelly Marot, Donald Renew, tout ça. Ils ont commencé tout petit. Et Donald Renew maintenant. Et c'est grâce à eux maintenant qu'on a cette connaissance des voix et cette ouverture sur les comédiens de doublage. Parce que si vous voulez, Donald Renew, il a une chaîne YouTube où il fait stream VF et où il interviewe des comédiens de doublage du coup. Ok. Ah, et c'était dans cette émission-là que... Oui, c'est ça, Oui, ouais, c'est il fait Titeuf Titeuf, ouais. Dans cette émission-là, il parlait jeux vidéo et il a parlé de The Last of Us avec le deuxième opus de cette saga. Et
Et c'était trop cool d'entendre des comédiennes qui ont de générations différentes. Donc une qui est née un peu dans le jeu vidéo avec ses parents et tout ça. Je sais plus leur nom, mais cette émission est vraiment cool. Et l'autre qui est beaucoup plus vieille, mais je crois que c'est la voix dont on parlait tout à l'heure, qui fait Dory. Et Céline Mansart. il me semble que c'était elle. Ah non, c'est la voix de Angelina Jolie. Et du coup, moins intéressé par les jeux vidéo parce que pas sa génération, quoi. Et le fait de jouer au jeu, les deux disent que elles ont chialé, quoi, en jouant au jeu, en voyant leur voix sur le truc et tout. Déjà le deuxième opus de Last of Us, pour ceux qui connaissent, c'est très prenant, émotionnellement parlant. Et du coup, ouais, c'était chouette de voir cet échange-là sur ce sujet. T'as Aline Chetaille aussi qui fait énormément de voix jeux vidéo. Et on n'a pas parlé de ça, mais du coup, doubler un jeu vidéo et doubler un film ou une série, c'est pas du tout la même chose. Ok, c'est quoi la différence entre... Alors, quand tu doubles un film ou une série, t'as du coup l'image du film, série, dessin animé, et en dessous, t'as la bande rythmo qui défile avec donc ce que tu dois dire, tes réacs, etc. Et un jeu vidéo, t'as pas d'image, t'as pas de bande rythmo, la plupart du temps tu ne sais pas à quoi ressemble ton personnage. Si t'as une photo, c'est bien. Parce que Maïk Dara aussi a fait des personnages de jeux vidéo et elle ne savait pas quel personnage elle faisait. Et des fois en convention d'aller la voir en mode je vous ai adoré sur ce personnage et tout. Elle fait ah bon, c'est moi qui ai fait ça. Et donc elle demandait une image en mode ah oui peut-être, oui c'est vrai. Et donc le jeu vidéo, tu n'as ni image ni bande rythmo. Tu as un fichier Excel avec ce qui est dit en anglais, ce qui est dit en français. Donc tu enchaînes les phrases et tu as l'ondulation de la voix anglaise qui, donc sur l'autre fichier, tu as les deux, le fichier Excel et l'ondulation des voix. Et en fait, il faut que tu fasses la même ondulation qu'elle ou que lui. Donc alors c'est pas la modulation genre de ta voix, c'est l'intensité. Tu sais, c'est les petites ondes de ta voix comme on a là. Ok. C'est ces ondes-là. Et en fait, du coup, tu vas répéter des phrases qu'elle dit. Donc tu les enchaînes en fait règlement, tu l'entends en VO et derrière tu l'as fait en VF tout de suite. Ça c'est plutôt pas du one shot, du travail d'oreille et de quasiment. Faut pas trop limiter pour pas trop le chanter en français, donc faut quand même que tu l'adaptes à chaque fois. Mais c'est hyper intéressant à faire et moi je prends un kiff sur les jeux vidéo. C'est trop drôle en fait. T'enchaînes tes trucs, t'as tes petites phrases et t'enchaînes tes petites modulations, tu l'entends en VO, poum, tu la sors en VF et tout, et c'est trop drôle à faire. Voilà. Okay. Et Aline Chetaille, sur son Instagram, a posté des extraits où effectivement elle est sur un jeu vidéo et qui a été très rempli d'émotions. Et donc voilà, c'était un petit truc. Mais merci beaucoup Margot. Merci d'être venue, d'avoir accepté de faire le podcast avec nous. Merci de m'avoir invité. Et puis écoutez, on remet ça une prochaine fois. On a parlé d'animatronique, donc pourquoi pas. Et puis voilà. Bon, on fait des bisous, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à vous mettre sur les réseaux comme d'habitude, donc Facebook, Instagram, et nous écouter partout où vous pouvez avec Spotify, YouTube, Deezer, Podcast Addict et Castbox. Voilà, on est presque partout. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, on vous aime, on vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine. Des bisous. À bientôt. Salut.